Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire. Alors, je sais que vous avez accès au chat et ce chat me permet de savoir si vous m'entendez bien, par exemple, si vous n'avez pas de problème de connexion. Est-ce que vous m'entendez? Vous pouvez utiliser le chat. Super, oui, tout est OK. Bon, bah, je vois Sandrine, Fanfan et Pauline. Donc, bonjour à tous. Ce webinaire est le premier de la saison. On l'a. Alors, il va y avoir un petit, comme on entend. Voilà, hop, j'enlève le son des notifications. Alors, comme je disais, c'était le premier de la saison. Et puis, la raison pour laquelle on a choisi Instagram, c'est tout simplement qu'avec le Covid, eh bien, on a été obligé d'un peu de se digitaliser. Et vous avez vu que dans le programme qu'on propose du deuxième semestre, il y a beaucoup de sujets sur la digitalisation. Et le premier, je crois que la conférence pour inaugurer ce cycle sur Instagram était assez essentielle, puisque nous-mêmes, on a fait l'expérience avec le confinement que en utilisant un peu plus Instagram, on avait réussi à garder quand même certains contacts. On a mis en place certaines choses pour eh bien investir Instagram. Instagram, c'est aussi important et on en entend beaucoup parler. Et il y a une chose pour laquelle je pense que c'était aussi important d'en parler, c'est que quand on reçoit des artistes, quand on parle avec les artistes, il y a beaucoup d'artistes qui nous disent bah oui, mais en fait, j'ai pas forcément d'Instagram, ou oui, j'ai bien un Instagram, mais c'est parce qu'il faut avoir un Instagram. Et justement, tout l'enjeu du temps qu'on va passer ensemble, là, ça va être d'essayer de dépasser il faudrait que j'y sois, mais en fait, ça m'intéresse pas, j'ai pas spécialement envie d'y aller, mais bon, je suis bien obligé. Et c'est plutôt de se voir, d'essayer de comprendre en quoi cet outil peut vous aider aujourd'hui à mieux valoriser votre travail sur Internet et sur Instagram et peut-être de le vendre. Donc, c'est bien de comprendre l'outil et surtout comment on va pouvoir l'utiliser. Donc, on va passer à peu près 40 à 50 minutes et puis après, on aura un temps de questions-réponses. Ce webinaire va vous être envoyé en replay et je vous enverrai aussi un compte-rendu écrit avec des outils, des exercices que je joindrai au mail. Alors voilà comment on vend sur Instagram. C'est évidemment une question très importante. Et bien, la première des choses à faire, c'est d'abord de se poser la question de l'outil. Instagram arrive à un moment où on se retrouve à ne pas savoir vraiment ce que c'est comme outil Instagram et vient remplacer en fait des anciens outils. Je pense à la carte de visite, par exemple, à la messagerie, au fait de démarcher directement des galeries, par exemple. Donc, c'est à la fois un outil de prospection, un moment, une carte de visite, un portfolio. C'est plusieurs choses à la fois et ce qui nous pose pas mal de problèmes. Alors, ce qu'on voyait, voir Instagram uniquement comme une carte de visite, c'est un peu comme ce que dit Abraham Maslow. Si le seul outil que vous avez est un marteau, vous verrez tout le problème comme un clou. C'est-à-dire que si on considère qu'Instagram n'est qu'une carte de visite, eh ben, on va peut-être pas exploiter toutes les possibilités de cet outil-là. Si on pense que c'est un annuaire, bien peut-être qu'aussi ça va être limité. C'est un peu tout à la fois et c'est aussi aujourd'hui une boutique en ligne. Alors, la question, c'est quel est cet outil? Et l'outil se définit aussi par l'usage. Et c'est pour ça que je voudrais vous présenter les différents usages. Alors, pour profiter au mieux des captures d'écran que j'ai fait, je vous conseille de mettre en grand la fenêtre que vous voyez là, puisque, comme dit Montaigne, à chaque usage, sa raison. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, Instagram, ça peut être utilisé comme un outil de messagerie privée. Vous voyez, par exemple, là où je mets ma souris. Hein, j'espère que vous voyez tous. Est-ce que vous voyez, est-ce que c'est pas trop petit? N'hésitez pas à me le dire. Dans ce cas-là, agrandissez peut-être un peu l'écran.
Et vous voyez que ça peut être donc une messagerie privée. Bon, voilà. Et puis, ça peut aussi être, et vous voyez, là c'est la deuxième, le deuxième aspect, ça peut aussi être, comme pour Shuba, une sorte de journal de bord. Bon, ok, donc un journal de bord, une sorte de blog, donc. Deux choses différentes. Ensuite, ça peut aussi être un portfolio. Alors, je vous propose des Instagram, des comptes qui sont des personnes de la communauté. Je pense à Mayol. Mayol utilise, par exemple, son Instagram comme un portfolio, c'est-à-dire qu'il va y avoir peu de mises à jour, mais les photos sont très belles, et elle va l'utiliser comme un portfolio qu'elle va mettre en lien dans des mails, ou alors, quand elle est dans un moment d'échange, un peu comme une carte de visite. Hein, c'est entre la carte de visite et le portfolio. Et l'objectif n'est pas de poster régulièrement, mais d'avoir des très belles photos pour qu'on comprenne rapidement de quoi on parle, quel est le sujet, et ensuite de prendre un rendez-vous par mail pour avancer. Et puis, j'ai aussi, et je vois que Christine nous suit, Christine qui a plus de 3000 abonnés, c'est pour ça aussi que je t'ai mis j'ai fait une capture d'écran de ton Instagram. Et puis, Christine, par exemple, elle l'utilise aussi à la fois comme portfolio, mais aussi comme fil d'actualité pour annoncer aussi ses expositions. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs usages, hein, et je vais dans l'ordre croissant des différents usages. Vous verrez, après, si vous avez des questions, je vois, Pauline, que tu as des questions, on pourra les aborder ensuite. Et je vous propose aussi, en plus du fil d'actualité, là on est en train de lister tous les usages, ça peut aussi être une boutique en ligne. Hein, vous voyez que Hélène Planquel, par exemple, qui est aussi une artiste de la communauté, elle a mis en place une boutique en ligne qui est liée à son compte Instagram. Alors pour ça c'est l'usage le plus complexe, on peut aller jusque-là. Pour ça, eh bien, de toute façon, il faut passer son compte Instagram en compte pro. Donc ça, c'est un premier conseil, passez votre Instagram en compte pro. Liez-le à une page Facebook boutique, où là, il y a des tutoriels en ligne, je vous enverrai des liens. Ça va vous permettre ensuite d'accéder à la page que vous voyez juste à côté, où il y a des propositions de vente. Donc, on va d'une messagerie privée à une boutique en ligne. Donc, avant de construire son profil, la question qu'il faut se poser, c'est non pas tout de suite ce que je veux dire, ça va être une question évidemment importante, c'est aussi de se poser la question, quel est l'usage que je veux en faire? Et non pas de se dire, il faut que je l'aie. C'est pourquoi faudrait-il que je l'aie et en quoi cela pourrait m'être utile. Et vous voyez qu'en listant tous ces usages-là, eh bien, on peut commencer à se positionner. Donc, l'exemple même de la boutique en ligne, c'est, alors, dans le cas d'Hélène Planquel, elle l'utilise non pas pour vendre des originaux, mais pour vendre des reproductions. Et elle fait la distinction entre une vente en ligne où je vais vendre des choses qui ne sont pas originales et une vente que je fais souvent en direct lors d'expositions. Tous ces usages-là peuvent être mélangés au sein d'un seul Instagram, d'un seul fil ou d'un seul profil. C'est-à-dire que ça peut être une boutique en ligne et aussi un journal de bord. Toute la question, donc, ce qu'on comprend là, c'est que cet Instagram-là, qui a plusieurs usages, n'est pas là pour être votre œuvre, mais bien pour communiquer autour de quelque chose qui s'apparente à votre travail, qui met en valeur votre travail, mais qui n'est pas votre travail. C'est-à-dire que l'Instagram n'est pas une œuvre d'art en tant que telle. Je dis ça, ça paraît évident, mais c'est assez important. C'est-à-dire qu'en fait, sur Instagram, on doit envoyer des messages très univoques, c'est-à-dire assez simples. Et tout l'enjeu est là, c'est quel est le message que je vais envoyer sur ce réseau social, hein, puisque vous avez vu qu'il y avait plusieurs fonctionnalités, hein, de messagerie, de connexion entre les membres. Et cette horizontalité-là, c'est-à-dire que tout le monde est sur Instagram, comment je vais faire connaître mon message, c'est-à-dire un message qui doit inviter à découvrir l'œuvre, mais qui ne se substitue pas à l'œuvre. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir, quand je vais mettre une photo de mon œuvre, il faudra bien avoir conscience que ce n'est pas l'œuvre. Et ça, c'est quelque chose qui, au début, quand on se lance sur Instagram, peut faire un peu peur, parce qu'on va se dire, oui, mais en fait, je vais poster juste mes œuvres et après.
Donc, c'est d'abord un message autour de l'œuvre. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le fondateur d'Instagram, Kevin Systrom, qui définit lui-même son outil et qui dit « Instagram est une entreprise de médias. Je pense que nous parlons de médias visuels. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si vous étiez votre propre magazine, que vous alliez prendre la parole sur un sujet qui est, dans notre cas, votre art, son art, pour en exprimer la spécificité à une audience. C'est-à-dire qu'on va à la fois définir son message et les cibles, c'est-à-dire les gens avec qui on veut interagir. C'est un message qui s'adresse à des cibles. Donc, avant de commencer à définir votre profil, on va le faire ensuite dans l'heure qu'on a ensemble, c'est de penser donc à l'usage, premièrement, et aux cibles, c'est-à-dire aux gens à qui vous vous adressez. Et en gardant en tête que c'est un média visuel, c'est-à-dire que vous soyez musicien, plasticien ou comédien, tout passe par le visuel. Donc ça, c'est quelque chose à garder en tête. Alors, comment on travaille un média, puisque c'est un média qui est un peu particulier? Eh bien, d'abord, vous l'avez vu, il y a toujours un profil. Je vais vous donner des exemples de profils. Le média, c'est un message, c'est un média de communication. Donc, sur votre profil, on a quelquefois, vous le voyez, à côté de sa photo de profil, on a le droit à quelques phrases. Eh bien, pour essayer de préciser ce que vous êtes et d'exprimer votre spécificité pour vous faire entendre, ne cherchez pas à être trop généraliste, mais plutôt privilégier l'unicité. C'est ce qu'on appelle votre niche. Eh bien, c'est d'abord de se poser la question et de le dire sur votre compte, ce que vous êtes, ce qui vous anime et où je vais. C'est la grande question du pourquoi, et c'est pour ça que j'avais choisi une photo d'Hamlet. Alors, je vous donne tout de suite un exemple avec 4 comptes. J'ai pris 2 comptes des gens qui font partie de la communauté, donc Hélène Martinelli. Ce qu'elle est, et vous voyez tout de suite, elle précise artiste. Ensuite, ce qui l'anime, on pourrait dire que ce n'est pas très clair, mais il y a quelque chose, vous voyez, elle utilise le mot mauvaise et révolution. Donc on pense que ça peut être militant. Ce qu'elle cherche, c'est pas encore tout à fait clair. Vous voyez, là, c'est un compte qui pourrait encore un tout petit peu progresser, même si on comprend où est-ce qu'elle est. Elle met une photo d'elle, ce qui permet d'identifier rapidement. Les photos personnelles sont toujours à privilégier sur les comptes. Ensuite, pour quelqu'un d'autre, Talisker, vous voyez, ça sont à peu près les mêmes nombres d'abonnés. Talisker, elle l'a mis en anglais, d'accord, donc elle s'adresse à une audience qui est plus large. French singer-songwriter, ce qu'elle est. Ce qui l'anime, elle explore la vie. Ce qu'elle cherche, no time for fuckery, c'est un peu direct, mais c'est qu'elle cherche des contrats, à mon avis, très concrets. Elle cherche du concret aujourd'hui. Ensuite, vous voyez, je vais prendre l'exemple d'Hélène Planquel, qui est un très bon exemple. C'est une référence, je trouve. Vous pouvez aller voir ce qu'elle propose, la manière dont elle communique. Hélène Planquel, elle dit tout de suite qu'elle est artiste. Elle explique ce qui l'anime, c'est-à-dire qu'elle explore le pouvoir et la violence dans les relations à travers l'art, et ce qu'elle recherche, des commissions, c'est-à-dire des contrats ou des expositions. C'est assez clair. De même que Chouba, par exemple, un profil un peu plus modeste, mais qui l'a construit, qui est plutôt bien construit, où elle explique très clairement ce qu'elle fait, raconte le quotidien à l'aide d'une fabuleuse équipe, tout en poil, donc on imagine que ce sont des illustrations, ce que j'appelais le journal de bord. Donc vous voyez que, globalement, à chaque fois, l'important, c'est tout de suite de se situer. Ça peut dériver, une fois qu'on a travaillé sur la manière dont ce qu'on était, ce qui nous animait et où on allait, c'est-à-dire ce qu'on recherchait, ce qu'on attendait, eh bien, tout simplement, ça va nous donner déjà un premier positionnement qui doit se traduire tout de suite dans le profil. Donc, travailler sa spécificité. Alors, comment on fait pour
travailler sa spécificité. Il existe plusieurs choses. Évidemment, on a plusieurs techniques de présentation. Là, je vous en propose une. Ce que je vous propose, ce n'est pas évidemment de trouver tout de suite votre slogan, mais c'est d'avoir une base qui vous permettra ensuite d'évoluer pour avoir un slogan et commencer à réfléchir à ce que vous pourriez mettre sur votre profil. C'est-à-dire votre pourquoi, ce qui vous anime. C'est ça le plus important et c'est ce qui va faire que vous allez être unique par rapport aux autres profils. Eh bien, la première chose, ça va être de travailler à verbaliser votre raison d'être. Alors, ce que je vous propose, c'est de respecter une structure un peu rigide, mais qui va vous permettre ensuite de vous faire réfléchir pour arriver à un début de profil. Alors, cette structure est la suivante. C'est comme si on prenait le patron pour coudre, un patron de couture. C'est un peu pareil, sauf que c'est avec de la grammaire. Et donc, l'idée, c'est de garder une séquence, donc 3 verbes à d'action à l'infinitif, qui débloquent un monde idéal. C'est ce que vous recherchez à travers votre peinture à débloquer. Je prends l'exemple d'Hélène, qui a travaillé, avec qui on a travaillé et qui propose cette phrase « Créer, provoquer, partager permet de susciter une expérience de rédemption et de communion ». Vous voyez qu'à partir de cette phrase, elle a réfléchi pour développer son slogan ou sa phrase de présentation. Naviguez, vous verrez, il existe énormément de phrases de présentation. Souvent, il est important de bien préciser quel type d'artiste vous êtes, ce qui vous anime, votre spécificité, et ce que vous attendez. Ça peut se traduire par contactez-moi par mail pour des collaborations, par exemple. Ça peut se traduire par abonnez-vous à ma newsletter. Ça peut se traduire par allez découvrir mon EP ou arriver sur mon site marchand. Il y a plusieurs possibilités, mais l'idée, c'est que dès le profil, on appelle à une action concrète, c'est-à-dire à aller plus loin. Et c'est pour ça qu'on doit toujours mettre un lien hypertexte, je vais évidemment y revenir, mais un lien hypertexte dès la proposition de profil, tout de suite dans votre profil. Ensuite, il y a aussi autre chose quand on commence à réfléchir à son profil et à son compte Instagram. Évidemment, ce qu'on comprend, c'est que comme c'est de la communication, c'est très sémantique, c'est très lié au message. Et Instagram, qui est en fait aussi un moteur de recherche, puisqu'on peut chercher des profils, des artistes dans Instagram, eh bien, on a ce qu'on appelle le hashtag. Alors, le hashtag, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important dans Instagram. Et c'est pour ça que j'ai pris une citation de Jerry Hosch qui dit « Les publications de contenu intéressantes sur les seuls médias sociaux, la publication de contenu intéressant sur les seuls médias sociaux est dépassée. » Il ne s'agit plus, en fait, ce que nous dit Jerry Hosch, qui est un entrepreneur dans les nouvelles technologies, ce qu'il nous dit, c'est que juste faire des belles photos sans rien autour, c'est-à-dire sans le texte, sans les mots, sans le hashtag, ce qui est ce mot-clé, eh bien, aujourd'hui, ça ne suffit plus. Maintenant, il faut prendre en compte des tendances, des hashtags de tendance, des mots-clés qui vous permettent d'être identifiés et qui vont faciliter le partage. Et c'est bien ça la question, c'est comment vous allez faire en sorte, grâce à vos hashtags, grâce à cet univers sémantique que dessine le hashtag, comment vous allez faire en sorte d'être trouvé facilement sur cette plateforme qui est Instagram et comment vous allez pouvoir vous relier à des grandes tendances qui vont vous permettre d'être identifiés par des gens qui apprécient les mêmes choses que vous. C'est-à-dire que quand vous choisissez vos hashtags, ce qui correspond un peu à votre pourquoi, ce qui vous anime, eh bien, autour, vous avez des mots-clés. Et ces mots-clés-là, quand vous les choisissez, permettent à des gens qui sont passionnés par les mêmes choses que vous dans le monde de vous retrouver. Et donc, la manière dont vous allez choisir vos mots-clés, qui doivent être en réalité tout le temps les mêmes, et on va travailler ensemble, je vais vous expliquer comment on peut choisir ces mots-clés de manière pertinente, eh bien, vous permettre d'être identifiable par des gens qui partagent le même désir, c'est-à-dire la même quête ou la même sensibilité. Je vais y revenir. Alors, comment on choisit ces hashtags pour pouvoir être identifiable et pour pouvoir s'identifier aux yeux des autres et sortir de la toile. C'est pour ça que j'avais choisi les stands d'Hokusai. Eh bien, d'abord, il faut faire la distinction entre deux types de hashtags. Ce que je vous propose, c'est de choisir 30 hashtags. Quand vous êtes en création de profil, quand vous réfléchissez, choisissez 30 hashtags.
il y aura à peu près 15 hashtags structurels. Ce sont des hashtags que vous allez utiliser tout le temps, quel que soit le type de post que vous allez faire, quel que soit le type de photo que vous allez publier, ce seront toujours les mêmes hashtags. Ensuite, vous allez choisir 15 hashtags plutôt contextuels, c'est-à-dire qui dépendent de l'endroit où vous postez de l'endroit où est prise la photo, par exemple, de la spécificité même de la photo. Mettons, exceptionnellement, vous avez utilisé du papier dans votre création, et bien d'habitude, vous ne mettez pas de papier, mais là, vous allez dire, voilà, paper art, par exemple, si il s'agit de papier. Vous allez aussi choisir ces hashtags. La manière de les choisir, c'est aussi de penser à des grandes thématiques. Ces grandes thématiques peuvent être techniques, en plus d'être donc des thèmes techniques. Je pensais à paper art, mais il y en a beaucoup. Évidemment, ça peut être aussi par rapport aux thèmes des sujets que vous traitez dans vos peintures. Donc, cette thématique n'est pas nécessairement technique, mais elle est aussi de sujets. Géographique, si vous êtes tout le temps à Paris, par exemple, et que vous voulez revendiquer une identité géographique, ça rentre. Le hashtag géographique, c'est aussi, est-ce que vous décidez de choisir un hashtag en anglais ou en français, puisque ça va dépendre de l'audience à laquelle vous vous adressez, donc réfléchissez aussi à l'audience. C'est pour ça que la langue que vous allez choisir est très importante. La langue de notre ère culturelle aujourd'hui est l'anglais. Mais ça peut paraître assez étrange, mais sur Internet, nous, on fait partie d'un bloc, en fait, qui est le bloc anglophone. Et après, vous avez des grands blocs comme ça, j'allais presque dire civilisationnels, en tout cas linguistiques. Vous avez le bloc russe et puis vous avez le bloc chinois principalement. Ce qui fait que quand vous parlez en français, vous parlez à un type d'audience. Ensuite, et c'est là où ça devient très intéressant, c'est que quand vous choisissez vos hashtags, le hashtag, c'est un mot-clé auquel on peut s'abonner. C'est-à-dire que sur Instagram, vous pouvez vous abonner, les gens peuvent s'abonner à des mots-clés, des hashtags. Ils vont aussi utiliser ces hashtags dans des barres de recherche. Et donc, les choix des hashtags que vous allez faire vont plus ou moins attirer des gens. Si dans mes hashtags structurels, c'est-à-dire les hashtags que j'utilise tout le temps, je vais utiliser le hashtag art, eh bien, on imagine qu'il y a environ 1 million, alors il faudrait que je regarde à nouveau, mais on peut imaginer qu'il y a 1 million de personnes qui sont abonnées à ce hashtag-là, ce qui fait que je vais être un peu noyé. D'où l'idée d'utiliser des hashtags beaucoup plus spécifiques qui sont suivis par peu de personnes pour pouvoir apparaître en premier dans les recherches. Et donc, quand vous allez choisir vos hashtags, les hashtags qui vont définir votre univers de communication, l'univers autour de votre œuvre, qui vous permet donc de communiquer autour de votre œuvre, eh bien, vous allez alterner entre les moments spécifiques, les hashtags spécifiques et les hashtags plus génériques. Génériques, c'est-à-dire qui sont suivis par un grand nombre de personnes, et spécifiques qui sont suivis par un petit nombre de personnes, mais qui sont beaucoup plus engagées. Vous pouvez même aller à plus loin et à créer même votre hashtag, c'est-à-dire dire, voilà, par exemple, le hashtag, ça va être mon nom d'artiste, par exemple. Ou alors, ça peut être un hashtag très, très particulier si c'est une technique unique que vous avez développée. En faisant ça, vous travaillez toujours dans le même sens, c'est-à-dire vous gagnez de la visibilité parce que vous êtes plus spécifique et vous exprimez votre positionnement de niche. Alors, j'ai pris quelques exemples. Alors, ça, voilà, l'idéal, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de définir 30, et dans la publication, c'est 8 hashtags. Voilà, j'ai pris plusieurs exemples de hashtags qui existent, mais j'ai pris un exemple hypothétique d'un artiste qui fait du paper art. Et vous voyez qu'autour de paper art, vous avez déjà plusieurs types de hashtags qui sont plus ou moins spécifiques. Vous avez, là, j'ai pris des choses qui sont assez spécifiques. L'idéal, ce serait d'apparaître dans les 9 premières cases. Donc, on voit, il y a paper art 3D, paper art flower, paper art issues, wafer paper art. À chaque fois, alors là, ce sont des mots-clés en anglais. Il y a beaucoup plus de hashtags en anglais. C'est assez important de se poser ces questions-là de la langue. Mais vous voyez qu'on est à 1000 publications pour paper art issues, qui est assez spécialisé. Et paper art 3D,
vous êtes à plus de 5000 publications. C'est-à-dire qu'on est sur des tendances qui sont plus ou moins fortes. Il faut savoir que art, par exemple, ça va être 1 million, mais vous avez design, c'est énorme. Hein, et donc, vous avez peu de chances d'être visible. Donc, dans tout ce flow, essayez de définir des hashtags où il y a peu de personnes qui sont abonnées, parce que vous aurez des gens qui seront vraiment intéressés par votre travail, et des hashtags beaucoup plus généraux qui vont vous permettre quand même d'être identifié en tant qu'artiste. En faisant ça, une fois que vous allez choisir vos 30 hashtags, eh bien, vous aurez déjà fait un travail énorme de positionnement sémantique. Surtout, vous allez vous faciliter la vie puisque ce seront toujours les mêmes. Ensuite, je vous propose, et c'est ce que je vous enverrai par mail en compte rendu, tout simplement de travailler sur une synthèse. C'est-à-dire, avant de créer votre profil, ou même si vous avez déjà votre profil, vous pouvez le faire pour vous, eh bien, c'est de se faire une synthèse de son identité sur Instagram. Et puis, alors, ça commence par, comme ce que je disais tout à l'heure, ce que je suis, ce qui m'anime et où je vais. Et aussi, à qui je m'adresse. À qui je m'adresse, pourquoi? Parce que à qui je m'adresse, mon audience, ça va être les gens avec qui je vais essayer d'échanger. Et avec qui je voudrais avoir soit un partenariat commercial, soit proposer mes œuvres à la vente sur Instagram. Et la meilleure manière de définir à qui je m'adresse, c'est de choisir sur Instagram des comptes avec qui j'aimerais bien interagir. C'est ce que j'appelle, dans la case cible, je ne sais pas si vous le voyez, dans la case cible, tout simplement, ici, eh bien, vous nommez vos cibles. Ça peut être un type de galerie, ça peut être un agent ou un chef décorateur, ça peut être quelqu'un qui travaille dans une agence d'architecture d'intérieur ou quelqu'un, mettons, un cabinet médical qui accueille des œuvres, par exemple. Ça, c'est très, très spécifique. Vous pouvez réfléchir, en fait, à les cibles avec qui vous voulez interagir. Ça peut être aussi des passionnés d'art, des collectionneurs. Vous voyez, en fait, c'est très, très large. Comme Instagram est un média et que vous avez une audience, eh bien, il faut absolument les définir. Votre aire géographique, donc ça, c'est un peu la langue que vous allez utiliser. Vous pouvez très bien mélanger le français et l'anglais dans un commentaire de poste ou un descriptif de poste. Utilisez aussi l'anglais ou le français. Votre phrase d'accroche, ce qu'on disait, ce qui était important, ayez aussi gardé en tête ce que vous vendez, ce que vous proposez. Peut-être que vous ne vendez pas d'œuvres sur votre Instagram. Peut-être que vous proposez seulement des collaborations. Peut-être que vous ne vendez pas d'œuvres sur Instagram, peut-être que vous cherchez à monter des expos avec d'autres artistes pour vendre. Essayez de réfléchir à ce que vous attendez de cette plateforme. Et puis, toujours, des liens, les liens vers lesquels je vais rediriger. Est-ce que vous choisissez de rediriger vers votre site? Est-ce que vous choisissez de rediriger vers votre Facebook? Un autre compte Instagram, par exemple? Voyez, essayez d'identifier toutes les choses possibles. Et moi, je vais en profiter pour allumer la lumière parce que je m'aperçois qu'il fait un peu sombre. Voilà. Hop. Comme ça, je serai plus à l'aise. Ensuite, prenez aussi des profils d'artistes que vous prenez en référence. Pourquoi c'est important? Parce que souvent, des artistes qui ont un nombre élevé de followers, puisque l'objectif, c'est d'être suivi par un nombre important de personnes, ou en tout cas un nombre de personnes qui apprécient votre travail, ce qui est encore plus important, eh bien souvent, vous allez voir comment ces artistes se positionnent et vous allez pouvoir vous inspirer, en tout cas essayer de voir comment eux ils font. Donc listez aussi ce qu'on appelle des références. Quelles sont vos références? C'est les profils Instagram d'artistes que je prends en référence. Et puis ensuite, ces 15 hashtags structurels par ordre décroissant en nombre de followers, ce que je disais. Donc partez du plus petit du hashtag qui est le moins suivi au hashtag qui est le plus suivi. Et essayez d'avoir quelque chose d'harmonieux entre les hashtags très spécifiques et ceux qui sont beaucoup plus génériques. Idem pour les hashtags contextuels, faites la même chose. Et normalement, une fois que vous aurez fait ça, vous allez avoir un profil, en tout cas une identité de profil, qui va commencer à être définie sémantiquement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir savoir où vous identifier plus facilement. Ensuite, hop, je vais un petit problème de... Voilà. Ensuite, vous avez
ce que j'appelle les règles du jeu. Alors, qu'est-ce que c'est les règles du jeu? C'est qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, même si Instagram nous dit que nous sommes le média, eh bien Instagram, c'est aussi une plateforme qui a des règles, qui a un fonctionnement propre et qui a aussi un ton, une manière de fonctionner qui n'est qu'à elle. Et il s'agit de bien comprendre les règles de ce jeu-là pour pouvoir communiquer. Alors, quelles sont-elles, ces règles du jeu? Bien, la première chose, c'est d'abord qu'il ne faut pas oublier qu'Instagram est un moteur de recherche. Et comme c'est un moteur de recherche, alors attendez, j'ai des petits problèmes avec mes fenêtres. Voilà. Comme c'est un moteur de recherche, ce qui se passe, c'est qu'un moteur de recherche, pour pouvoir être visible et pour qu'Instagram vous mette en avant dans les recherches des utilisateurs ou naturellement, c'est ce qu'on appelle un référencement naturel, automatiquement sur le profil, le fil d'actualité d'autres utilisateurs, eh bien, il y a des règles, en tout cas des tendances à respecter, c'est-à-dire des petites choses qui vont vous permettre d'être un peu plus visible. Bien, la première, ce que j'appelle les 4 points cardinaux. La première chose, alors je vais mon ordinateur qui, voilà, c'est non pas d'être relié, je vais y revenir, mais d'être lisible. C'est-à-dire que privilégier des noms de profils où il n'y a ni point ni tiret. Alors là, je rentre un peu dans le détail, vous voyez, mais et en même temps, c'est assez important parce que l'algorithme, alors je vais y revenir, mais c'est beaucoup plus facile d'être visible lorsqu'on a un nom sans point d'exclamation, sans tiret. Alors vous allez me faire remarquer que ce n'est pas le cas de la Condamine. Et en fait, quand on a créé ce profil à la Condamine, on ne connaissait pas ces techniques-là. Mais si c'était à refaire, on le ferait un peu différemment. Eh bien, il faut privilégier les noms très simples. Talisker Music, on comprend tout de suite que c'est lié à la musique. Hélène Planquel, c'est très clair. Catherine Belleuf peintre, c'est très clair aussi. Préférez aussi une photo de profil avec votre visage. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est aussi relié à une personne. Hein. C'est souvent ce que je vous recommande. Ça crée un contact plus direct. Ensuite, il ne faut pas oublier que plus vous mettez de liens hypertextes, plus c'est efficace. Alors, mettez-les dans les commentaires, les profils et même les descriptions de posts. Pourquoi? Parce que ça va faciliter les interactions et vous allez normalement avoir plus d'interactions avec vos membres. Alors, il y a un petit logiciel qui s'appelle Linktree que Maëvan Music, hein, qui est une musicienne de la communauté, a mis, et vous le voyez dans la description de son compte, et elle a mis un Linktree, c'est-à-dire que c'est un site qui répertorie tous les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes, ainsi que votre site web, YouTube, Facebook, et vous pouvez même mettre des liens vers les articles que vous avez écrits, les blogs par exemple. Et donc ce Linktree, ça permet de centraliser tous les liens pour qu'on navigue dans votre univers. Donc ça peut être très pratique. Je cite aussi Hélène Planquel qui propose un lien direct vers sa newsletter. C'est aussi une manière de capter à nouveau des abonnés à sa newsletter et de permettre de passer de personnes qui naviguent sur Instagram à des gens qui vont échanger un peu plus avec elle. Et c'est l'idée qu'elle a eue et je trouvais que c'était plutôt une idée intéressante. Donc, multiplier les liens. Ensuite, la localisation. Vous savez, et là j'ai pris des exemples de posts, puisque quand vous publiez une photo, vous pouvez localiser. Encore une fois, puisque Instagram, on le voit, c'est un média certes visuel, mais où, comme vous voyez avec les hashtags, il y a beaucoup de sémantique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, tout ce que je contextualise, quand je contextualise ma photo, c'est du message. Et ce message permet d'être plus ou moins visible à des gens qui sont sensibles au message que j'envoie. La localisation est aussi un message. Ce qui veut dire qu'en fait, on peut identifier un lieu
lié à la photo qui n'est pas en rapport avec le lieu de prise de vue ou le lieu où a été prise la photo. Et c'est ce que fait Talisker et c'est ce que beaucoup de personnes font. Par exemple, elle a mis des photos de Mexico alors qu'elle n'est jamais allée à Mexico, la connaissant, ou des photos où clairement la photo n'est pas prise à Paris et n'est pas la Tour Eiffel, mais le A qu'elle met sur ce poste peut faire penser à la Tour Eiffel et donc elle met Paris, la Tour Eiffel. Idem pour la Cigale et idem pour Téhéran. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, en jouant là-dessus, on va attirer sur le moteur de recherche des personnes qui vont être en lien avec la Tour Eiffel ou qui vont être en lien avec Téhéran, même s'il n'y a a priori pas de rapport totalement direct. Donc, ce serait plutôt inspirationnel. Donc, donner des localisations qui sont en fait dans l'environnement sémantique de votre photo, mais qui ne sont pas nécessairement liées au lieu de prise de vue. Vous multipliez les chances d'être remarqué dans le moteur de recherche. Ensuite, vous pouvez soit identifier, soit être identifié. Alors là, je prends un exemple. C'est un exemple assez intéressant. C'est Nao Kaneko, une artiste de la Condamine, qui, quand elle publie un post, tag, c'est-à-dire identifie des gens liés à son œuvre. La photo de l'œuvre n'est évidemment pas illustrative. Et pourtant, elle met des personnes, elle identifie des personnes sur cette photo. Alors, c'est à manier avec un peu de précaution. Parce que, évidemment, certaines personnes ne voudraient pas être associées. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas taguer, par exemple, ou alors si vous le faites, faites-le avec précaution, une galerie avec laquelle vous voulez travailler, et vous la taguez directement sur la photo. Ça peut être quelquefois un peu limite. Par contre, juste pour attirer l'attention, ça peut être intéressant. Pourquoi? Parce que quand vous taguez une personne sur votre œuvre, la personne reçoit une notification sur son profil. Et donc, va forcément aller regarder à nouveau votre profil. Et c'est ce que Nao fait sur ses posts, où elle publie elle tag, elle identifie sur sa photo de post des personnes avec qui elle travaille. Je pense à Liliane Camille, Marina Zoumov, des gens qui font partie de son collectif, le collectif Arten, et aussi des clients qu'elle a, comme Aven France. Vous voyez, Eau Thermale Aven France, avec qui elle travaille. C'est une manière d'attirer des commentaires, d'attirer l'attention, parce que sur Instagram, on est très, très sollicité. Il faut aussi se rendre compte que sur Instagram, on est dans une ère de zapping, où là, le temps d'attention qu'on donne à un post sur Instagram est encore plus court que le temps que l'on donne à une page sur Internet. Donc, on est dans une sorte d'ultra zapping. Ça me faisait penser à ce que disait Apollinaire dans son texte, où il disait on serait tous à l'avenir célèbres l'espace de 10 secondes. Bien sûr, Instagram, je dirais que c'est même l'espace d'une seconde. Et donc, toutes ces techniques qui sont liées à la règle du jeu, c'est un peu pour capter un peu d'attention pour que la personne ait envie de passer un peu plus de temps et considère votre œuvre et rentre dans votre univers. Donc, identifiez des personnes de manière ponctuelle, soit avec qui vous voudriez travailler, soit avec qui vous travaillez déjà, soit auprès desquels vous voudriez attirer l'attention. Ça, c'est une technique que vous pouvez faire et que je vous conseille. Ensuite, eh bien, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est le côté visuel d'Instagram, puisque là, on parlait uniquement de votre identité sémantique, c'est-à-dire tout l'univers dans lequel vous évoluez et lequel évolue votre profil, les gens à qui vous voulez vous adresser, votre spécificité, et en même temps, il y a quelque chose qui est essentiel. Et si tout ce texte existe, c'est pour mettre en avant des photos, soit de votre travail, soit de votre univers. Ces photos, c'est ce qui vous... Concrètement, puisqu'on est, rappelez-vous, dans une ère de sursollicitation sur Instagram, où vous avez souvent, non pas 10 secondes pour attirer l'attention, mais 1 seconde, eh bien, la photo fait l'objet. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis la photo fait l'objet? C'est pour ça que j'ai pris cette photo de Hendrik Kersten, qui s'appelle Paper Roll, où une photographie à la manière
un peu avec la lumière de peintre flamand, eh bien une femme qui, sur sa tête, a des rouleaux de papier toilette. Sauf que la manière dont la photo est prise, eh bien, ce sont plus du tout des rouleaux de papier toilette. C'est bien plus que ça. C'est un peu ça sur Instagram. C'est-à-dire que la manière dont vous allez prendre votre œuvre en photo, vous n'êtes pas obligé de prendre l'œuvre intégralement, évidemment, mais la manière dont vous allez prendre votre œuvre va faire une partie de l'œuvre. Je m'explique, ce n'est pas l'œuvre, mais c'est ce qui va attirer le regard vers l'œuvre. Et donc, ce que je vous conseille, c'est, quand vous prenez une photo, soit utiliser par exemple un tour à bois avec un fond blanc pour mettre vos œuvres dessus et les prendre en photo. Vous pouvez avoir il faudrait quand même avoir un bon smartphone. Un bon smartphone vous permet de prendre des photos. Vous n'êtes pas obligé d'aller chez un photographe professionnel pour faire vos photos. Cependant, soignez vraiment vos photos parce que c'est ce qui va attirer le regard et c'est ce qui va donner envie d'aller plus loin et de faire l'expérience réelle de l'œuvre. Donc, faites toujours attention à vos photos. Par exemple, quand vous prenez une œuvre en photo, évitez d'avoir l'effet de flash sur la photo. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Par exemple, ce sont des petits détails qui vont vous permettre de donner une harmonie à votre fil Instagram, ce qu'on appelle un feed. Donc, c'est la photo qui fait l'objet. Et c'est ce que je disais, ce n'est pas l'œuvre, mais c'est de la communication. Ensuite, comment on rédige un post qui va avec la photo? Le post, c'est ce qui est à côté. Eh bien, ce que je vous propose, c'est d'avoir une légende exhaustive de l'œuvre. Toujours. Ensuite, n'oubliez pas que sur Instagram, l'idée, c'est aussi d'avoir des interactions. Alors, pour avoir des interactions, il va falloir rédiger un texte. Et sur ce texte qui a été rédigé, eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on pose une question. Pourquoi? Parce qu'une question appelle des commentaires beaucoup plus grands. En fait, ça appelle des réponses. Si vous ne posez pas de questions, si vous n'avez pas un ton un peu plus léger, puisque sur Instagram, on est sur un outil, hein, je continue avec les règles du jeu, mais où il y a un ton qui est assez léger, eh bien, on va avoir moins de réponses. Donc, un texte explicatif finissant par une interpellation du visiteur. Ça, c'est un exemple. Vous pouvez aussi avoir un texte exclamatif, assez léger, ou inspirationnel. Ensuite, on retrouve les hashtags généraux et spécifiques, hein, qui sont reliés à la photographie dont je parlais tout à l'heure. Donc, soignez aussi le texte en gardant en tête le ton, une tonalité que vous pouvez donner à vos posts. Il y a autre chose qui est, à mon avis, plus que la règle du jeu. C'est l'algorithme. Il faut savoir qu'Instagram, quand ça a été créé il y a plusieurs années, n'avait pas le même algorithme. Qu'est-ce que ça veut dire, l'algorithme? Eh bien, l'algorithme, c'est le modèle mathématique qui va choisir ou non de mettre en avant vos posts, qui va choisir ou non de faire en sorte que vous soyez visible auprès de vos followers, donc des gens qui vous suivent, ou auprès de gens qui pourraient aimer votre travail, parce que c'est ce que fait l'algorithme. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple du HAL, hein, c'est le robot dans l'Odyssée de l'espace, qui contrôle à la fin du film, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à la fin du film, en fait, il vient presque contrôler la vie de l'habitant, enfin du cosmonaute. Eh bien là, c'est un petit peu pareil. L'algorithme peut décider ou pas, sans que vous le sachiez, de mettre en avant ou non vos posts. Alors, comment fonctionne l'algorithme? Ça, l'algorithme d'Instagram, il change régulièrement, donc il faut faire de la veille. Aujourd'hui, voilà ce que je peux vous dire. Eh bien, Instagram va mettre en avant des profils d'utilisateurs qui postent régulièrement des photos sur Instagram, donc qui publient régulièrement. Alors, une fois par semaine, c'est amplement suffisant. L'idée, c'est pas que ce soit chronophage. Hein, parce que dans le « il faut que je sois sur Instagram », il y a toujours l'idée de se dire « oui, mais ça va prendre un temps fou ». Si c'est un portfolio que
que vous nourrissez de temps en temps, c'est très bien. Ça peut marcher. Et puis, ça peut même se substituer au site web. Donc, publiez 1 ou 2 fois par semaine. Vous pouvez aussi utiliser tout simplement Buffer, le logiciel qui vous permet gratuitement de programmer à l'avance vos posts Instagram. Ça, c'est la régularité. Ensuite, il y a aussi autre chose, et ça c'est un mot un peu technique, c'est ce qu'on appelle le shadow ban. C'est le comportement que vous allez avoir consciemment ou non sur Instagram va faire que l'algorithme va décider ou pas de vous bannir. C'est le bannissement dans l'ombre, le shadow ban. Ça ressemble presque à un art martial. Alors, comment on se fait shadow banner, comment ça fonctionne? Tout simplement quand vous utilisez des applications qui s'abonnent et se désabonnent automatiquement à des comptes. Beaucoup de personnes le font, c'est-à-dire qu'on va, pour gonfler artificiellement le nombre d'abonnés qu'on a, eh bien, on va tout simplement utiliser une application qui va faire des abonnements automatiques. Donc ça, il faudra éviter. Soyez, soyez des artisans d'Instagram. Il ne faut pas chercher à être des industriels. Ensuite, les actions de masse. Évidemment, si vous publiez 200 photos, pas forcément, ça va pas forcément plaire à l'algorithme qui va considérer que c'est du spam. Quand on est artiste, on le fait assez peu. Ensuite, et là, c'est un peu plus délicat, c'est une mauvaise utilisation des hashtags. Il existe des hashtags et la liste est mise à jour régulièrement. Je vous propose une liste que je vous enverrai par mail. C'est la liste que je mets en lien hypertexte dans le document. C'est une liste de hashtags qui, quand vous les utilisez, sont considérés comme inappropriés parce que soit à caractère plus ou moins érotique, soit parce que quelquefois c'est assez obscur, c'est un peu étrange, eh bien vous utilisez cet hashtag-là, ça va être considéré comme inapproprié par Instagram et vos publications ne vont plus apparaître sur le fil de vos followers ou ne vont plus être mises en avant auprès de personnes qui pourraient être intéressées par votre travail. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut se méfier. Ensuite, eh bien, vient le moment de l'interaction, et qui est ce qu'on appelle le taux d'engagement. Alors ça, c'est un mot que quand vous allez travailler sur votre Instagram, vous allez beaucoup l'entendre. Le taux d'engagement, alors l'engagement, c'est quelque chose qui on se dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est pour ça que j'avais choisi cette photo issue du film Les Chevaux de Feu. Vous l'avez peut-être vu, c'est un film de Sergei Parajanov. Et la photo, c'est un mariage d'une tribu ukrainienne où les mariés ont des joues. C'est les joues de bœuf, de charrue, et sont les yeux bandés, comme une vision étrange de l'engagement. Qu'est-ce que c'est? En fait, le taux d'engagement, c'est beaucoup plus simple. C'est tout simplement le nombre de commentaires, de likes, de partages que vous avez sur les publications de votre compte Instagram. Le nombre de commentaires, c'est plus vous avez de personnes qui commentent votre post, mieux c'est. Plus vous allez être mis en avant. Plus vous allez être considéré comme un compte actif. Plus vous avez de partages, c'est-à-dire plus on va soit partager par des messages publics ou privés vos publications, mieux c'est. Et plus vous avez de likes, plus évidemment c'est intéressant. L'idée n'est pas d'acheter des likes, vous rappelez-vous, plus si j'utilise une application tierce qui va booster un peu mon profil, ça va pas forcément être bon. Mais tout simplement, c'est tout simplement d'avoir des interactions qui vont amener du likes. Et pour faire ça, on revient à l'art de la conversation, c'est-à-dire qu'il va falloir aussi aller sur les profils de gens qui vous intéressent sincèrement et laisser des commentaires ou des likes. C'est ce qui va faire que, en échange, naturellement, vous allez avoir des interactions qui vont créer un taux d'engagement plus grand et faire en sorte que l'algorithme vous mette en avant auprès de gens qui pourraient être intéressés par votre travail. Rappelez-vous, les gens qui peuvent être intéressés par votre travail, eh bien, ils sont identifiables parce que par leur hashtag et souvent il y a un lien entre leur hashtag et vos hashtags.
C'est comme ça que Instagram vous met en avant. Alors, ce taux d'engagement, il se voit aussi dans le nombre de followers, c'est-à-dire d'abonnés et d'abonnements que vous avez. Et ça, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que pour avoir un taux d'engagement intéressant, qui soit considéré par l'algorithme comme viable, c'est-à-dire un profil qui soit authentique et actif, eh bien, pour ça, il ne faut pas avoir un nombre d'abonnements trop supérieur au nombre d'abonnés que vous avez. C'est-à-dire que si vous avez le même nombre d'abonnements et le même nombre d'abonnés, eh bien, vous allez avoir un compte qui est plutôt équilibré. Si vous avez plus d'abonnements que d'abonnés, c'est très bien, mais si vous avez beaucoup plus d'abonnés que d'abonnements, on va considérer que vous êtes un robot et vous allez pouvoir être shadowban, hein, cette fameuse expression. Donc faites toujours attention. L'idéal pour ça, c'est de se désabonner à des gens qui ne vous suivent pas ou des gens qui ne sont là que pour récupérer un abonnement, c'est-à-dire que vous avez dû voir, et ce sont des pratiques que vous devez constater, vous avez des personnes qui vont s'abonner pendant 3 jours à vous et qui vont se désabonner ensuite. Des personnes qui en plus font quelque chose qui n'a rien à voir avec votre art ou votre spécificité. Eh bien, ces personnes cherchent en s'abonnant à vous à ce que vous vous abonniez en retour. Ne le faites pas nécessairement. Pourquoi? Parce que vous, l'idéal, c'est d'avoir un Instagram qui soit très cohérent. Et c'est ce qui va faire que tous ces éléments-là, donc le nombre de likes que vous laissez, le nombre de commentaires que vous laissez, le nombre l'équilibre entre les abonnés et les abonnements, c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir avoir quelque chose d'équilibré qui va être mis en avant par l'algorithme. Alors c'est ce que je voulais vous montrer, c'est que sur le côté là, dans la case la capture d'écran photo, vous voyez, j'ai pris tout simplement des commentaires qu'on retrouve à la Condamine dans nos posts. Donc ça, c'est quelque chose, on voit que on essaye d'être actif. Il y a aussi autre chose, c'est que sur Instagram, eh bien, on peut communiquer. Rappelez-vous, le premier usage, c'est la messagerie. Et donc, on peut communiquer à plusieurs personnes sur ces expositions, tout simplement en envoyant un message. Et puis, l'autre chose, c'est que sur un profil d'Instagram, eh bien, vous voyez, vous avez la petite flèche pour dire que vous pouvez envoyer un message. Vous pouvez publier. Alors, attendez, hop, je suis revenu en arrière. Vous pouvez publier. Ah, hop, excusez-moi. Voilà. Vous pouvez publier des stories, c'est-à-dire créer un contenu éphémère. Voilà. Ouais, bon, alors, il y a un petit problème de. Ouais. Je suis en train de revenir en arrière. Voilà. J'espère que ça va plus bouger. Vous pouvez donc envoyer des messages, envoyer des stories, donc c'est des contenus qui sont éphémères. Et évidemment, vous pouvez, quand vous êtes sur votre compte, là, vous voyez, vous pouvez soit laisser un commentaire, c'est la petite bulle, envoyer un message, ce qui est souvent recommandé, puisque ça permet de créer un lien direct, ou liker. C'est toutes ces fonctionnalités, en fait, le like, le commentaire ou le message, vont créer des taux d'engagement qui vont vraiment vous permettre de créer du lien en dehors même d'Instagram. Alors, comment maintenant, et ça va être un peu la dernière partie de ce webinaire, comment garder une cohérence harmonieuse? C'est-à-dire quand je sais à peu près comment fonctionne maintenant Instagram, j'ai compris un peu comment fonctionnait l'algorithme, j'ai compris que je pouvais communiquer directement en utilisant la messagerie, j'ai compris qu'il fallait que je choisisse bien mes hashtags, que je pouvais laisser des commentaires sur les comptes des personnes qui m'intéressaient, donc commencer à interagir pour avoir un taux d'engagement. J'ai aussi compris que il fallait que je sois spécifique, hein, que je réfléchisse vraiment à qui je voulais toucher, mais aussi à ce qui m'animait, ce que j'étais. Maintenant, il va falloir que je poste plusieurs posts. Je sais que j'ai des belles photos parce que j'ai fait attention, je sais que la photo, c'est l'objet. Alors maintenant, comment je peux garder une cohérence? Alors, ça, c'est la manière dont on va composer une ligne éditoriale. Alors, il y a quelques repères
que je vous propose d'avoir, et pour ça j'ai pris quelques comptes, eh bien tout simplement, faites attention aux couleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, un fil Instagram qui compose votre ligne éditoriale, eh bien, propose une harmonie de 9 photos. Réfléchissez aux couleurs que vous utilisez. Donc, quand vous pensez à votre ligne Instagram, à un moment, pensez à vos couleurs. 3 couleurs qui vont revenir souvent. Ensuite, 3 thèmes. Par exemple, quand vous créez un compte Instagram et un profil, on avait dit que vous alliez exprimer votre spécificité. L'idée, ce n'est évidemment pas si vous êtes un peintre aquarelliste et que vous travaillez sur la manière de transposer des émotions en espace tout en utilisant le support, en gravant la matière, par exemple, tout en utilisant de l'aquarelle, eh bien, vous n'allez pas publier des photos de votre cuisine. De même, quand vous travaillez sur votre ligne éditoriale, c'est-à-dire la manière dont vous allez aussi agencer les photos entre elles, réfléchissez aux thèmes récurrents de vos photos, puisque vous pouvez avoir des photos liées, et c'est ce qu'on voyait dans le fil Instagram de Catherine Belœuvre, c'est que vous avez à la fois un thème sur son travail, un thème sur ses actualités et un thème d'elle en train de travailler. Ça constitue 3 thèmes. Définissez vos 3 thèmes et essayez de les garder, ayez de la régularité là-dessus. Et puis après, pour terminer votre ligne éditoriale, eh bien, vous avez le type de prise de vue. Rappelez-vous, ce sont des photos. Et là, je prends ce compte Instagram où vous voyez qu'on retrouve un tout petit peu le même type de prise de vue de photo. Tout ça, couleur, thème, type de prise de vue, ça va créer une harmonie, une impression d'harmonie. C'est ce que fait, par exemple, de manière assez évidente, Hélène Planquel. Je vous conseille d'aller voir son Instagram, qu'elle a même transformé en boutique. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt bien fait. Et puis, ce qu'on peut faire, alors là, j'ai pris un compte Instagram, hein, c'est le compte Instagram d'une illustratrice que vous pouvez retrouver dans les slides précédentes. Eh bien, vous pouvez vous faire vous-même votre synthèse. La synthèse est la suivante, c'est-à-dire que votre synthèse de ligne éditoriale, vous faites. En haut, j'ai mis les 3 thèmes, de ces grands thèmes de publication. Elle, c'est rando solo, qui prend en photo en train de faire de la randonnée, le dessin en contexte et la nature. Elle a aussi un type de prise de vue. C'est toujours la même manière de prendre les photos. Et on retrouve des codes couleurs. J'ai aussi indiqué la fréquence des posts. En faisant ça, quand vous arrivez à faire votre synthèse, si vous faites même votre synthèse a posteriori, à partir des photos que vous avez déjà publiées, eh bien, vous allez voir que vous allez avoir, si vous n'arrivez pas à faire votre synthèse, c'est que votre Instagram n'est pas encore assez précis dans sa ligne éditoriale. En faisant ça, vous allez avoir une harmonie qui va vous permettre d'avoir un compte Instagram dont le message est très clair et spécifique et vous permettra d'être entendu sur cette plateforme-là et donc, à terme, de vendre. La vente, finalement, sur Instagram, c'est votre capacité à envoyer un message clair qui vous doit créer des interactions que vous menez autant que les autres mènent pour vous. C'est-à-dire, si votre message est clair, vous allez pouvoir avoir des taux d'interaction plus élevés, c'est-à-dire que on va venir sur votre compte et vous allez aller sur le compte des autres et vous allez commencer à échanger. Si ensuite on comprend grâce au lien hypertexte qu'on peut acheter votre travail, soit en transformant Instagram comme une boutique, soit en mettant des liens vers votre site ou votre galeriste ou l'espace vente de votre site, ou même vers Singular, par exemple, si vous utilisez cette plateforme de vente en ligne, eh bien, vous allez pouvoir guider, qualifier un petit peu la personne, on va appeler la personne le collectionneur, l'amateur ou le prospect, vers un acte d'achat. Donc, si je devais résumer en une phrase, Instagram, c'est un message clair qui permet d'interagir et qui doit favoriser des interactions qui viennent de vous vers votre audience et ces interactions vont aussi attirer des personnes à aller sur votre site d'achat ou acheter directement sur Instagram.
Voilà, vous allez avoir dans le compte-rendu un mail avec les différents exercices. Ce que je vous proposerai, ce sera l'exercice des éléments de langage sur Instagram, votre exercice de synthèse, et puis évidemment la possibilité d'aller plus loin en créant votre boutique et de toute façon de créer aussi votre grille tarifaire. Voilà, j'espère que je vous ai été utile. Alors je vais maintenant regarder le chat et si vous avez des questions, vous pouvez évidemment les poser. Alors, je vais prendre la première question. Bonsoir à tous. Je prends la question d'Amanda, qui est une question importante sur les hashtags. Alors, évidemment, ce que je conseille, c'est d'avoir de changer entre hashtags, avoir une partie de hashtags. Alors, gardez 8 hashtags en général, vous pouvez monter à 10. Si vous voulez avoir beaucoup de hashtags, évidemment, mettez-les, vous pouvez monter, mais alors ça va pas être tout à fait la même stratégie. Au max, Fanfan et Amanda, je vous conseille 8 ou 10 hashtags. Si vous voulez créer beaucoup d'hashtags, ce qui peut être intéressant au début, eh bien, mettez-les non pas dans la description du post, mais mettez-les dans les commentaires. Et ces hashtags doivent se répartir entre des hashtags qui ne changent jamais, puisque c'est ce qui vous permet d'envoyer un message clair, et des hashtags qui vont varier. C'est ce que j'appelle des hashtags contextuels, contrairement aux hashtags structurels. Voilà. Ensuite, faut-il privilégier l'aspect galerie sobre et très visuel sur mon feed d'artiste ou faut-il avoir un feed très mixte au niveau du type de publication? Encore une fois, ça dépend du type d'usage que tu veux faire, Amanda. Par exemple, si on décide d'avoir quelque chose qui se rapproche du portfolio, alors l'idée, c'est d'avoir quelque chose de très sobre, très très sobre, et qui va vous servir ou te servir quand tu vas, par exemple, parler à quelqu'un dans la vie réelle. Et tu vas lui dire, au lieu de donner ta carte, tu vas le suivre sur Instagram et tu vas lui donner ton Instagram. Hein, tu vas surtout aussi le suivre lui pour pouvoir après le relancer. Donc ça, c'est la version portfolio, la galerie sobre, très très visuelle. C'est souvent ce que je peux conseiller dans le cas d'œuvres qui sont très esthétiques. Hein, chercher une esthétique. Donc ça peut être assez intéressant. Alors, je vois aussi que Gaël, tu me disais, c'est super quand ça marche, ça m'empêche de publier un lien vers mon site. Linktree a été bloqué aussi. Alors ça, je suis assez étonné puisque je vois que Linktree, je le retrouve sur... Alors, est-ce que, par exemple, il y aurait des hashtags... Alors là, il faudrait regarder s'il n'y a pas un shadow ban, il faudrait regarder les hashtags que tu utilises pour savoir s'il n'y a pas quelque chose, notamment, je sais qu'il y a un hashtag qui s'appelle curvy. Alors là, c'est assez spécifique. Mais tout ce qui est lié à la courbe, quelquefois, peut être considéré par l'algorithme comme quelque chose de pas adapté. Donc ça me paraît, là, ça me paraît vraiment très très étrange parce que normalement, tu dois pouvoir avoir un lien vers ton site. Alors il faudrait voir aussi, Gaël, si ouais. Ouais, mais c'est ça en fait. Alors, il faudrait voir. Il est possible que tu aies été shadowban. Faudrait reprendre, en fait, faudrait comparer. Mais ça, j'enverrai la liste par mail. La liste de tous les mots-clés qui sont un peu suspects pour Instagram et comparer avec ceux que tu utilises régulièrement. Parce que ça peut te bloquer. Et il faut le mettre dans la bio, oui. Alors ça, j'ai pas regardé, faudra regarder ton site. Exact. Typiquement, par exemple, alors ça, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé. Tu as raison, Céline. C'est mettre à jour son application permet, par exemple, de regarder des vidéos. Il y a certaines personnes qui n'ont pas accès à l'Instagram télé, hein, puisqu'aujourd'hui, il y a aussi la possibilité de faire des vidéos, ce qui crée les vidéos, évidemment, plus d'interaction. J'en ai pas parlé parce que c'est pas toujours pertinent, mais effectivement, il faut mettre à jour régulièrement son application. Et est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Alors, dans ce cas, comment fait-on pour partager une publication? Vous pouvez la partager par message. Vous pouvez envoyer des messages liés à votre publication.
C'est-à-dire partager en message privé ce que vous êtes en train de faire, ce qui est aussi assez intéressant. Comme une story, par exemple. Alors, pour relayer, ça, c'est une bonne question. Vous voyez, je ferai... oui, j'ai compris. Alors ça, je l'ai vu, mais alors là, pour le coup, c'est pas... je vais regarder, je t'enverrai un mail. Oui, effectivement, je me suis aperçu que je ne le faisais plus. Alors, il faut publier à des heures précises. Alors, pour les heures précises, dans notre cas, je ne suis pas forcément un fanatique des statistiques. C'est-à-dire que c'est important. Il est communément admis que c'est plutôt à 18 heures et que le dimanche, c'est plutôt à 11 heures. Ensuite, c'est pas... oui, Christine, tu me dis qu'elles sont fausses. Ça m'étonne pas. En fait, moi, faut pas utiliser ces indications-là. Nous, on les utilise pas. Ça n'a pas énormément d'influence. Je dirais en tout cas dans un travail d'artiste, surtout si vous créez un portfolio. Voilà. Oui, ça m'étonne pas. Bon, très bien. Alors, je vous envoie donc à tous ce compte rendu. Alors, on est rentré dans certaines choses techniques, hein. En tout cas, essayer de voir essayer de voir comment. Alors, après un compte rendu et après un webinaire, souvent on retient une ou deux choses. C'est pas grave si vous retenez pas tout. L'important c'est de dormir dessus et que dans 2 jours ou un jour vous dites mais qu'est-ce que j'ai retenu de ce webinaire? Si vous n'avez rien retenu, bon, eh bien, il faut m'envoyer un mail parce que c'est pas normal, c'est-à-dire qu'il faut que je retravaille mes conférences. Par contre, si vous retenez une ou deux informations et que vous l'appliquez, là, c'est gagné. Voilà. Bonne soirée et à très bientôt.